Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 10 janvier 2025 et hier, il ne s'est rien passé. Mais alors, rien passé du tout. Enfin, mis à part Obama et Trump qui se sont pris un fou rire et mis à part le fait qu'il reste un président de moins aux États-Unis et que Parmelin, lui, en revanche, est toujours au Conseil fédéral. Il ne s'est strictement rien passé. Alors ce matin, je me suis dit que j'allais faire le point de là où nous en sommes aujourd'hui et sur ce qui nous prend la tête là tout de suite. Donc on ne va pas perdre du temps à parler de ce qui s'est passé hier, puisqu'il ne s'est rien passé. Et hier, c'était une journée idéale pour une puissance étrangère qui aurait voulu se débarrasser en même temps de tout ce qui reste comme président vivant aux USA. Mais à la place, on a préféré regarder brûler Los Angeles et voir Kamala Harris verte de jalousie parce que Trump a passé l'enterrement de Carter à chatter avec Obama. Mis à part ça, la France n'a pas fait grand-chose, l'Allemagne est restée immobile et la Suisse se demande si elle mérite vraiment de franchir les 12 000 points sur le SMI. Pour le reste, si on avait encore un doute, un seul doute, sans les ricains, on n'est vraiment personne sur les marchés financiers, autant ne pas venir. D'ailleurs, je suis pas venu. En revanche, si l'on doit absolument résumer la séance d'hier, on peut déjà constater que les analystes qui sont venus au bureau ont profité du manque d'activité ambiante pour essayer de faire le buzz avec des upgrades et des downgrades dans tous les sens, sur les titres européens principalement. On retiendra déjà en premier lieu et en tête de pont le double upgrade sur l'UBS puisque Kepler passe sur buy et que Barclays se sont mis sur overweight, ce qui veut dire strictement la même chose. Le titre de la plus grande banque suisse est de très loin. On a donc profité pour terminer au-dessus des 30 francs, chose qui ne lui était plus arrivée depuis mai 2008. En revanche, pour la prochaine vague, jusqu'au plus haut de tous les temps, là, va falloir bosser parce qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. C'est drôle parce que la dernière fois que j'ai vu l'UBS au-dessus des 30 balles, c'est quand je suis parti de l'UBS. Au-delà de la banque aux trois clés, on a aussi eu le droit à UBS, encore elle, qui passe à l'achat sur Deutsche Telekom et sur E.ON. Barclays qui met Swatch sur Sell, Porsche qui a été mis en mode sous-performance par Exane BNP et Bernstein qui a upgradé Bayersdorf sur Surperform. Bref, comme vous le voyez, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait rien à dire qu'il y a plus de changements de recommandations ou si c'est parce qu'il y a plus de changements de recommandations qu'il n'y avait rien à dire, mais à la fin, j'ai surtout l'impression que tant que les Américains étaient sur C-SPAN à regarder l'enterrement d'un vendeur de cacahuètes, il n'y avait pas de volume et pas d'intérêt. Pour ceux qui voulaient vraiment, mais alors vraiment faire quelque chose, il ne restait donc plus qu'à se concentrer sur la journée de vendredi et se préparer aux axes principaux qui pourraient nous intéresser ces prochaines heures, ces prochains jours et ces prochaines semaines. Alors, moi, bêtement, c'est juste ce que j'ai fait. J'ai fouillé dans la presse de la nuit et d'hier pour voir ce qui pourrait éventuellement donner du grain à moudre ce matin et qui pourrait nous rendre la journée de vendredi un peu moins chiante que celle de jeudi. Non, parce que maintenant que Carter est sous terre, on peut commencer à parler de ce qui va stresser le marché ces 24 prochaines heures. Et aussi fou que cela puisse paraître, ça n'est pas l'investiture de Trump qui occupe principalement le mental des traders. Non, pour ça, on va commencer à baliser seulement à partir du milieu de la semaine prochaine. Mais en ce qui concerne le danger immédiat, personnellement, j'ai trouvé 3 trucs qui commencent à déranger. 3 sujets qui pourraient rendre notre journée passionnante. Et si je dis le mot passionnant, c'est peut-être un peu fort, mais j'utilise surtout pour essayer de vous maintenir éveillé. On va donc juste dire que ça risque d'être un peu plus intéressant. Le premier sujet qui me semble commencer à devenir un problème pour le monde merveilleux de la finance, c'est les rendements des bons du Trésor qui prennent l'ascenseur à toute vitesse. Le 10 ans frise les 4,7%, le 20 ans a passé brièvement au-dessus des 5% il y a 48 heures, et le 30 ans se rapproche également du même niveau. Alors bien sûr, on sait que plus les rendements montent, plus les gens vont se demander s'il n'est pas plus intéressant de prendre 5% pépère que de prendre des risques sur les actions américaines qui ne sont pas cadeaux en termes de valorisation. Mais au-delà du fait que le cœur des investisseurs pourrait commencer à balancer entre obligataires et actions, il y a un autre problème qui est en train de se pointer, c'est les portefeuilles que certaines banques conservent jusqu'à maturité, les portefeuilles obligataires. Et depuis 2 jours, c'est Bank of America qui font parler d'eux. Le problème qui se pointe actuellement, c'est le suivant. Quand les taux montent, la valeur des obligations se pète la gueule et baisse fortement. Et Bank of America a une montagne d'obligations à tenir jusqu'à maturité. Et la maturité, c'est encore vachement loin. Et cette montagne d'obligations, qui date d'une époque où les rendements n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui,
un rendement moyen qui se situe autour des 2%. En résumé, c'est un peu comme si vous avez mis toutes vos économies sur un compte épargne il y a 3 ans au lieu de tout mettre sur Nvidia. C'était presque une aussi bonne idée que d'investir dans le secteur des vidéos VHS au début des années 2000. Aujourd'hui, les pertes non réalisées sur ces portefeuilles obligataires commencent à peser lourd dans le bilan de certaines banques et plus les rendements grimpent au firmament, plus c'est lourd. D'un point de vue graphique, le rendement du 10 ans est en train de faire ce qu'on appelle un double top. On peut donc s'attendre assez logiquement à un rebond du marché obligataire, mais dans le cas contraire, il va commencer à falloir expliquer aux actionnaires de certaines banques que le bilan est tout pourri et que ces montagnes de pognon immobilisés commencent à friser le ridicule. Alors si on se base sur les chiffres de Bank of America, eh bien, il se retrouve avec 111 milliards de dollars de pertes potentielles sur un portefeuille de 568 milliards. Et attention, hein, ce portefeuille obligataire, c'est pas des obligations de la Confédération suisse backées par les F-35 de l'armée suisse, c'est adossé à des hypothèques. On a connu des garanties plus solides. Et pire, si on prend l'ensemble des banques américaines, on parle d'un minimum de 500 milliards de pertes non réalisées. Bon, je le conçois, à côté de la dette américaine, c'est des broutilles. Mais à l'échelle des bilans des banques américaines, ça fait quand même un tout petit peu bizarre. La seule bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est que ça reste quand même nettement en dessous des 700 milliards que l'on connaissait en 2022. Bank of America espère que ça va s'arranger tout seul en attendant patiemment que les obligations arrivent à maturité. Un jour. En gros, ils se la jouent. Ouais, c'est pas grave tant qu'on vend pas. Mais les analystes, eux, ils commencent à regarder ailleurs parce que ça commence à sentir plus mauvais que la caisse du chat après une semaine de vacances. Alors pour le moment, il n'y a pas de raison de paniquer plus que tant. Effectivement, tant qu'ils ne vendent pas, ça va bien se passer. En revanche, on sent quand même que la thématique obligataire est en train d'arriver sur le marché. Un peu comme un vent froid qui descend du nord et qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'on va se les geler ces prochains jours. Et alors ça tombe super bien parce que Bank of America va justement publier ses chiffres trimestriels dans 6 jours, juste après JP Morgan, qui eux ont vachement mieux joué le coup puisqu'ils n'ont que 20 milliards de pertes non réalisées. Moralité, investir quand les taux sont bas, c'est super bien, mais acheter des obligations comme on achetait des NFT en 2021, ça finit souvent dans le mur. Bank of America peut encore rêver, mais les investisseurs, eux, ils risquent d'avoir un réveil difficile la semaine prochaine. Autre sujet extrêmement populaire du moment, essayer de comprendre et maîtriser le psyché de la Fed. Après avoir baissé les taux de 100 basis points depuis le mois de septembre, après les minutes du FOMC meeting de mercredi soir, il a bien fallu commencer à admettre que la Banque centrale de Donald Trump entame l'année en mode impro total, avec un contexte économique qui ressemble plus à un Rubik's Cube géant, croissance forte, inflation de retour, Trump à la Maison Blanche, inflation de retour, emploi en difficulté et inflation de retour. La stratégie de la Fed semble se diriger sur 3 axes. Attendre, observer et surtout essayer de pas tout foutre en l'air. D'ailleurs, si on fait un bilan rapide de ce qui se dit, de ce qui se passe et de ce qui se pense et de ce qui préoccupe la Fed et qui nous préoccupe nous aussi, on peut commencer à en sortir quelques bullet points. Tout d'abord, il y a Monsieur Schmidt de la Fed de Kansas City qui déclare que l'économie n'a plus besoin ni d'un coup de frein, ni d'un coup d'accélérateur. Traduction, on serre les fesses, on ferme les yeux et on espère que ça passe. Et on interviendra seulement si ça commence vraiment à partir en vrille. Ensuite, il y a Michel Bowman, membre du conseil de la Fed, qui parle de l'inflation qui colle à 3% comme le sparadrap du capitaine Haddock, qui ose même parler de la hausse des prix sous Trump qui pourrait même aggraver la situation. Et puis, bien sûr, il y a le marché du travail qui se détend. Enfin, il paraît qu'il se détend, en supposant que les chiffres que l'on nous publie et que l'on corrige régulièrement ne soient pas complètement bidonnés, ce dont je doute fort. Mais en attendant, et en se basant sur ce que l'on sait, le chômage est bas, il n'y a pas trop de licenciements, mais depuis 18 mois, on ne va pas se mentir, la Fed, elle sent quand même bien que ça ralentit et que quelqu'un roule avec le frein à main serré à bloc. Et la Fed veut éviter à tout prix que ça parte définitivement en mode retour dans les années 30 et que les gens recommencent à vendre leurs enfants pour pouvoir manger. Et puis alors bien sûr, il y a Trump. Il y a Trump avec son retour. On peut s'attendre à des politiques un peu plus musclées, moins d'impôts, des tarifs douaniers et des idées qui pourraient booster la croissance, mais aussi de l'inflation, évidemment. En gros, c'est le facteur X dans leur équation. Et l'inflation, c'est le facteur X dans l'équation où Trump est le facteur X. Et quand tu as 2 facteurs X dans une équation, ça commence à se compliquer. Enfin, perso, déjà avec 1, c'est compliqué, mais alors avec 2, c'est horrible. Et avec ces paramètres qui ressortent ces dernières semaines, la méthode de Powell et de ses amis sera donc de prendre des décisions réunion par réunion. Il n'y a pas de plan gravé dans le marbre. On verra en fonction des chiffres qui vont nous tomber
tomber dessus. En gros, ça vaut la vue et ils en savent pas plus que nous. Et puis alors, la prochaine étape sera de voir les chiffres de l'emploi de tout à l'heure et puis ceux de l'inflation prévus le 15 janvier. Ensuite, il y aura la nouvelle réunion de la Fed qui est prévue le 28 et le 29 janvier. Mais en gros, la Fed joue au funambule avec des taux qui baissent à la vitesse d'un escargot au galop, une inflation qui ne veut pas baisser et des politiques à venir qui pourraient bien être des bombes à retardement. Bref, en gros, en 2025, c'est encore le règne du carpe diem et après moi la pluie. Et pour terminer, le troisième sujet qui nous fait gamberger ce matin, c'est évidemment les chiffres de l'emploi, les fameux non-farm payrolls qui sortiront cet après-midi. Pendant que la Fed joue à hâte-toi lentement aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, et les chiffres de l'emploi restent le cœur de nos préoccupations. Les chiffres de cet après-midi sont attendus à 155 000 et tout dérapage pourrait être bien sûr lourdement sanctionné. Mais alors au-delà des chiffres bruts, il va quand même falloir plonger également un petit peu en profondeur, aller gratter un peu plus loin à l'intérieur des données publiées par nos amis du BLS qui sont à peu près aussi fiables qu'un mec bourré à 3h du matin qui te dit « Oui, je suis parfaitement en état de conduire !» Cet après-midi, on va donc devoir se concentrer pour aller chercher le diable qui se cache dans les détails. Alors tout d'abord, les 155 000 pourraient bien être élastiques à cause des grèves chez Boeing, des ouragans et maintenant des tempêtes de neige et des incendies. Toutes les excuses seront bonnes pour rater le coche. On sait aussi qu'il y a parfois des ajustements saisonniers de la part du gouvernement, mais déjà que le gouvernement est généralement aussi précis que l'autonomie d'une Tesla qui serait coincée dans un bouchon en plein blizzard, mais en plus, le gouvernement en question, qui n'est pas connu pour sa précision extrême, va se faire virer dans une semaine. Alors autant dire que ça augmente encore un tout petit peu le niveau d'incertitude. Et puis évidemment, il faudra aussi monitorer le taux de chômage qui est monté jusqu'à 4,3% en juillet dernier et qui tourne désormais autour des 4,2%. Le dernier est d'ailleurs attendu inchangé par rapport au mois de novembre, cet après-midi, mais si le taux de chômage remontait trop brutalement, la Fed, qu'est-ce qu'elle va faire? La Fed, évidemment, elle pourrait se précipiter pour baisser les taux, à moins que l'inflation reparte en parallèle. Et c'est à cet instant très précis que le casse-tête se mettrait en place pour la Fed. Doit-on baisser les taux pour soutenir la croissance et l'emploi au risque de faire péter l'inflation à la hausse? Ou doit-on monter les taux au risque de flinguer la croissance mais de freiner l'inflation? Si vous creusez un peu dans le passé et si on se base sur les déclarations de Powell ces 2 dernières années, clairement, il a déjà dit à plusieurs reprises, il préfère nettement devoir relancer une économie qui est en récession que de devoir stopper une inflation qui serait hors de contrôle et en train de partir galoper dans les champs. Au moins, ça a le mérite d'être clair. En réalité, le marché de l'emploi, c'est un peu comme une fin de soirée un peu trop arrosée où on sait qu'on va vraiment le regretter dans les heures qui viennent. Moins de jobs créés, un chômage qui hésite entre monter et rester stable, des salaires qui augmentent là où on les entendait pas forcément. Bref, une belle énigme pour la Fed qui doit jongler entre maintenir l'économie à flot et garder l'inflation sous contrôle. Et nous, qui sommes là, assis dans le stade, à attendre une action de génie qui va tout changer. Et comme tout bon supporter, on donne notre avis en hurlant parce qu'on sait tous mieux que Powell ce qu'il faut faire. Bref, il va falloir se concentrer très fort sur les NFP de cet après-midi et pas que sur celles de ce mois. Chaque mois de 2025 sera important. Chaque rapport de 2025 pourrait changer la donne. Alors ce qu'on va faire, c'est dès qu'on entendra les mots brace, 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 on mettra la tête entre les genoux et on se souviendra que statistiquement, les survivants d'un crash étaient assis à l'arrière de l'avion. Ce matin, la plupart des marchés asiatiques sont en baisse. Une fin de semaine un peu faiblarde pour la première de 2025. Il faut dire que les investisseurs restent très préoccupés par le ralentissement de la baisse des taux aux États-Unis et sont terrorisés par une éventuelle hausse de la part de la Banque du Japon. Le Japon qui est en baisse de 0,85% pour l'instant, Hong Kong qui recule légèrement de 0,5%, tout comme la Chine. Et du côté du pétrole, évidemment, on reparle de nouveau de vagues de froid et donc ça fait légèrement remonter le pétrole. Le WTI est à 74,33. L'or repasse les 2700 à la hausse, oui, parce qu'on pense inflation. Et le Bitcoin est à 94 000 $. Il est en train de mettre des cierges à l'église pour l'instant, en espérant que Trump lui sauve les miches dans 10 jours. Et côté news du matin, je vais vous dire tout simplement, c'est Waterloo morne pleine. Bon, d'ailleurs, c'est pas tout à fait exact, parce que je suis allé à Waterloo il y a 2 semaines en arrière, et c'est pas si morne que ça. Bon, d'accord, c'est pas Ibiza, mais c'est pas si morne que ça. Mis à part ça, il y a rien, mais alors rien de rien. Ceux qui n'ont pas fait le pont aux États-Unis vont commencer à s'énerver cet après-midi, et pendant ce temps, les politiciens français sont sur le pont et font un scandale parce qu'ils veulent bloquer X, parce que Elon Musk, il est méchant. C'est d'ailleurs une super bonne idée, et puis en même temps, ça occupe les médias, et ça masque l'incompétence des politiciens français, bien sûr. Bref, il n'y a rien ce vendredi, pour l'instant. On va donc appliquer, en attendant les chiffres de cet après-midi, la politique de la Fed, qui se résume en 3 mots.
on verra bien. La phrase se prononce généralement on verra bien avec un haussement d'épaule comme le fait généralement Nicolas Sarkozy qui d'ailleurs est innocent de tout ce qu'on l'accuse. Je ne vous parle même pas des chiffres du jour, je crois qu'on a largement couvert le sujet et qu'on a tout dit, mais en revanche, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter si le cœur vous en dit. Et moi, bien sûr, je vous retrouve demain matin pour un nouveau Swiss Bliss, comme d'habitude, et ensuite lundi prochain pour un nouvel épisode du Morning Bull Live, toujours en 2025. Bref, belle journée à tous, belle soirée, et à demain, ou à lundi, ou alors à bientôt. Allez, bye bye.